Tout pour investir. Les experts de l'IMO. C'est l'heure de parler immobilier. Marie Cœur de Roy nous a rejoint. Bonjour Marie. Pas mal, bonjour. Le vendredi, vous êtes souvent Marie Cœur de Joie. Le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi aussi. Le week-end, non. Week-end, vous réussissez. Marie, nous allons parler d'expatriés. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre depuis l'étranger. On vous salue. Petit top 3, Londres, Hong Kong et la Suisse. Et nous allons nous adresser à vous qui vivez à l'étranger mais qui surtout investissez. Où investissez-vous? Que faites-vous? Quelles bonnes pratiques peut-on retenir de vos usages? Nos deux experts pour couvrir ce sujet, c'est Guillaume Erard. Bonjour Guillaume. Bonjour Lorraine. Notre confrère du journaliste immobilier, et puis Geoffroy Reiser de l'équipe Terrata Spain, cofondateur. Spain comme l'Espagne en anglais. Vous avez donc un indice que nous allons parler de l'Espagne. Marie. Notamment, on va parler de l'Espagne. Mais bon, oui, effectivement, ça fait combien de mois, j'ai envie de dire, que Lorraine reçoit des messages pour parler aux expats et de parler de leur intérêt ou non pour l'immobilier. On va démarrer avec vous, Geoffroy, parce que c'est quand même un peu votre dada, ça. Investir à l'étranger, qui plus est en Europe, parce qu'on va effectivement parler beaucoup d'Europe, a priori. Déjà, moi, il y a un élément, quand on a préparé l'émission, que je trouvais hyper intéressant, c'est se dire que finalement, là où on s'expatrie, c'est pas forcément là où on a envie d'acheter, en fait, de l'immobilier. Oui, totalement. C'est vrai qu'on a préparé un petit peu les chiffres et qu'on a regardé la réalité des Français de l'étranger. On voit qu'ils s'expatrient là où on gagne le mieux sa vie. Là où les salaires sont les plus élevés. Exactement. Ce qui a à peu près un sens. On s'expatrie d'abord là où les entreprises embauchent, dans la chaîne économique. Oui. Mais du coup, on parlait de vos auditeurs qui étaient notamment en Suisse. La Suisse fait partie du top 3 avec les États-Unis et le Royaume-Uni pour les pays où les Français s'expatrient. Et par contre, c'est pas là où ils investissent. Et ils investissent où alors? Pour le coup, on avait fait une étude Paul & Roll il y a un an par rapport à la préférence d'investissement des Français. Et on en avait parlé à l'époque. Et le top 3 pour les Français, c'est l'Espagne, suivi du Portugal, suivi de l'Italie. Donc c'est vraiment... là où il y a le soleil, on va pas se mentir, à peu près. C'est là où il y a le soleil. Donc en fait, ils s'expatrient là où on gagne le mieux sa vie, ils investissent là où on peut bronzer. Donc ça se comprend, les Français sont pragmatiques et on se reconnaît bien là-dedans. Bon, une fois qu'on a dit ça, maintenant qu'on sait où on a envie d'aller acheter et où on a envie de vivre, en gros, où est-ce qu'il faut investir? Parce qu'il y a ce qu'on a envie de faire, ce qui nous semble être judicieux, et puis il y a la réalité des marchés locaux, et il n'y a pas forcément toujours une corrélation entre nos envies et l'intérêt réel d'investir dans ces endroits-là. Non, c'est vrai. En fait, là, je crois qu'en particulier par rapport au contexte de la dernière année et demie qui vient de s'écouler et la hausse des taux, il faut vraiment regarder avec attention les pays qui sont le plus impactés négativement par la hausse des taux, donc les pays dans lesquels les prix baissent le plus, et essayer de faire ce qu'on dit souvent en bourse, de ne pas attraper un couteau qui tombe. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que des pays Sauf à porter des gants, pardon. Non, Marie, ça c'est un adage boursier, on rigole pas avec. Et là, pour le coup, on voit que le Luxembourg, par exemple, et l'Allemagne sont les deux pays qui font le moins bien en 2023, enfin l'an dernier. Ils ont fait moins 13 et moins 10% respectivement. Et là, vous nous dites qu'il ne faut pas y aller du coup? En fait, il faut faire attention parce que sur les cycles immobiliers, quand on les regarde, les cycles immobiliers ne durent pas 1 an ou 2 ans. C'est plutôt des cycles de 5 à 7 ans. En l'occurrence, tout à l'heure, on parlait justement avec Guillaume de la Grèce. La Grèce, c'est un pays dans lequel les prix ont baissé pendant 10 ans, avant de remonter depuis 2018. Et fiscalement, notamment pour les retraités étrangers, ça peut être un pays intéressant parce qu'on a vu que la nouveauté de ces dernières années, c'est que la fiscalité portugaise, qui était imbattable puisqu'on était exonéré quand on était retraité étranger d'impôts, désormais depuis, je crois, 2020, c'est plus le cas. Le taux est passé à 10%, donc au-dessus de la Grèce. Guillaume, ta conviction, c'est qu'en réalité, la Grèce, c'est le nouveau Portugal pour c'est un peu la question que je voulais demander à Geoffroy, parce que c'est vrai que fiscalement, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est vrai que pour des questions pratiques, notamment, je pense aux retraités, je leur souhaite pas, mais quand on a un accident, c'est plus facile de se faire rapatrier depuis le Portugal. C'est un peu neuf, donc peut-être que les gens n'en ont pas encore entendu parler. Il y a des avions aussi qui relient la Grèce et la France. C'est vrai, tout à fait. Mais bon, après, clairement, aujourd'hui... En termes de distance, distance, c'est peut-être plus pratique, mais... Peut-être qu'encore une fois, c'est peut-être encore neuf, donc les gens n'en ont pas encore forcément connaissance. Donc, Alors, fiscalité, sujet passionnant et très intéressant quand on parle d'investir. Il y a 2 fiscalités peut-être les plus importantes à regarder. D'abord, la fiscalité sur les revenus locatifs.
C'est ce dont tu parles, Ouais, voilà, en fait. c'est ça. Guillaume. Et après les successions, parce que justement on en Ouais. parlait, c'est très lié. D'abord la fiscalité sur les revenus locatifs. Ouais. Portugal c'est 28%, Ouais. Espagne c'est 19%, Italie c'est 21%. Ouais. Et Grèce, c'est progressif, mais on tombe assez rapidement dans du 35. Donc en fait, si on parle juste d'investissement locatif, C'est je dirais pas forcément encore, que la ouais, Grèce, et côté prix, puisqu'on avait démarré là-dessus, côté prix, la Grèce, là, pour le coup, on va rejoindre Guillaume. Ouais, c'est un peu plus intéressant. Parce Là, que c'est vrai un petit peu au plus Portugal, ça a ouais. pas mal flambé ces dernières années. Alors complètement, justement par rapport au prix, quand on regarde l'évolution de 2010 à 2023, parce que de nouveau sur l'immobilier, il faut un petit peu essayer d'arbitrer les cycles. Ouais. Il y a 4 pays dans lesquels les prix entre 2010 et 2023 n'ont pas augmenté. C'est justement Grèce, Italie, Chypre et Espagne. C'est les 4 seuls. Partout ailleurs en Europe, il y a eu des hausses et parfois des très fortes hausses. Et ce qu'il faut regarder, c'est par exemple sur le Portugal, une ville comme Lisbonne est une ville qui est identifiée par beaucoup d'analystes comme une ville avec un risque élevé de bulle. Donc il faut faire attention parce qu'on est quand même à l'époque du contrôle Airbnb ou des régulations qui se durcissent. Là, on est sur le moment où finalement ça va basculer. C'est-à-dire que là, on est sur, on l'a connu en 2023 pour tout un tas de pays, avec le début de la baisse pour des pays où pour le coup les prix avaient augmenté ces 5-10 dernières années. La patatras en 2023, ça baisse. Là, il vaut mieux s'en méfier parce que ce que vous nous dites, c'est que ça va durer, c'est que c'était pas juste ponctuel pour 2023. Et en revanche, il vaut mieux aller là où finalement il n'y a pas eu une envolée spectaculaire ces dernières années, et donc sans doute aussi que si correction il y a, elle sera peut-être moins forte que dans les pays qui ont bien flambé ces dernières années, c'est un peu l'idée ? C'est totalement ma conviction, et même pour aller plus loin, si on regarde la France, on va regarder Paris par exemple, Nantes, Bordeaux, etc. Il y a des villes une ville comme Nantes, ça fait moins 8% l'an dernier. Une ville comme Paris, ça a fait moins 5%, mais il y a des arrondissements qui ont fait moins 12%. Le pire arrondissement à Paris a fait moins 11 l'an dernier. Et à l'inverse, si on compare et qu'on regarde par exemple un petit peu l'Espagne, on a une ville comme Valence, qui est la 3e ville d'Espagne, qui a fait plus 9% l'an dernier, malgré la hausse des taux qui a commencé aussi il y a 1 an et demi. Et du coup, on regarde, on se dit, mais comment, dans un environnement européen, on ne parle pas de l'autre bout du monde, bien on sûr. peut avoir d'un côté du moins 8, de l'autre du plus 9. Et forcément, dans le cadre d'un investissement locatif, on ne peut pas regarder que la rentabilité brute. Il faut aussi regarder le cycle dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans un cycle haussier ou un cycle Je profite, Geoffroy, que vous ayez parlé de la France pour me tourner vers Guillaume. Guillaume, moi j'ai un sujet là, je vous cache pas que je le prépare pour lundi, donc je m'auto-tease pour la semaine prochaine. Car oui, lundi, nous serons partiellement en direct sur BFM Business. Exactement. La France, justement. Là, effectivement, Geoffroy nous le dit, les prix baissent, tout ça. Mais pour combien de temps ? Moi, c'est la question. Parce que vraiment, c'est une question. On a vu que les conditions de crédit, elles, s'amélioraient. Et on a beaucoup de vendeurs qui ont tendance à penser que, du coup, ça pourrait les exonérer d'avoir à baisser les prix. C'est un peu le sentiment qu'ils ont parce qu'on parle beaucoup de baisse des taux. Et donc, le vendeur, surtout s'il n'est pas pressé, il voit que les conditions d'emprunt sont un peu plus intéressantes pour l'acheteur. Il va se dire, dans ce cas-là, aucun intérêt à baisser mon prix, puisqu'il a un peu plus de capacité d'emprunt. Sauf que, en fait, aujourd'hui, le pouvoir, les taux baissent, certes, mais ils baissent pas assez. Depuis l'envolée des taux, le pouvoir d'achat, il a baissé. Les ménages ont perdu quelques 60 ou 70 000 euros, nous disent les experts. Ouais. Donc, il va falloir les rattraper, ces 60 ou 70 000 euros. Et aujourd'hui, on ne les a clairement pas rattrapés. Depuis le pic, on était à 4,5%. Là, on est un peu en dessous des 4, ce qui représente à peu près, pour un emprunt moyen de 200 000 euros, 15 000 euros de gain en pouvoir d'achat. Ce qui est pas négligeable, parce que mine de rien, les 4% qu'on avait, les 3,5 ou 4 qu'on a là actuellement, c'était en 4 mois. Donc 15 000 euros de gagné en 4 mois, mine de rien, c'est pas rien. Mais on est encore très loin des 60 000 euros qu'on a perdus. Mais du coup, Guillaume, ton conseil pour les vendeurs qui nous écoutent et qui ont tendance effectivement à se dire, voilà, il y a plus de ménages finançables et une capacité d'emprunt un peu meilleure, c'est quoi ? C'est de dire, attendez avant de vendre, peut-être qu'effectivement vous n'auriez pas besoin de baisser les prix, ou au contraire, vous l'aurez pas, il va falloir quand même baisser les prix. C'est vrai que j'ai envie de dire, pardon, c'est tarte à la crème, mais c'est un peu du cas par cas. C'est-à-dire que si on est pressé, évidemment, là, il faut vendre tout de suite. Parce que, certes, les prix, ils baissent pas de 10-15% comme on a pu l'entendre dire ces dernières années. Mais mine de rien, si on a chaque année du moins 5%, à la fin, on va les avoir en cumulé, ces 10-15%. Donc, si vous n'êtes pas pressé,
À la limite, vous pouvez vous dire, je vais attendre encore un petit peu, mais n'attendez pas trop, parce que les prix, ils sont pas prêts de remonter tout de suite, parce que le pouvoir d'achat des gens, même si les conditions sont un peu plus avantageuses, il reste encore très fragile. Donc Guillaume, tu vas dans le sens de Geoffroy de dire que finalement ce cycle baissier en France n'est pas terminé. Non, pour moi non, parce que encore une fois, certes, les prix baissent, les taux baissent, mais pas assez. Il va falloir que ça... Et d'ailleurs, ce matin, il y a une note des notaires qui a été publiée pour Paris et l'Île-de-France. Ça reste les avant-contrats, donc les prévisions, les projections des notaires. En janvier, on était à 9008 du mètre carré. Pour mai, ils anticipent un prix à 9003. 9003, 9008, on parle de chiffres à Paris, en Ile-de-France. Prix au mètre carré. Exactement. Alors là, pour le coup, 9003, là, c'est Paris. Et donc, du coup, se repose la question, même, est-ce qu'on va passer la barre des 9000 ? Vous vous rendez compte, il y a encore quelques temps, on passait légèrement à peine en dessous des 10 000. Et là, on parle déjà de 9 000. La théorie de certains, Guillaume, c'est de dire qu'à l'époque où les taux étaient autour de 3,5-4%, les prix à Paris étaient autour de 8 500 € du mètre carré. Donc, est-ce qu'effectivement, on ne va pas avoir un réalignement là-dessus ? Juste d'un mot quand même, les prix affichés pour l'instant, ils ne sont plus à la baisse. En revanche, effectivement, et c'est là où je rejoins les notaires et ce que dit Guillaume, c'est que pour le coup, ce qui se vend réellement, donc après négociation, c'est quand même avec de sacrées baisses de prix. Donc, les vendeurs... Attention, vous pouvez continuer à espérer ne pas avoir à baisser les prix, mais vous ne vendrez peut-être pas. Surtout, je rajoute juste un mot, surtout si c'est une passoire thermique. Là, parce qu'on en plus, on va en reparler après la pub. Excellent teasing, cher Guillaume, de l'équipe du Figaro.